Bonjour à tous, c'est Thomas Cubel et bienvenue dans l'émission du lundi 17 mai 2021. Aujourd'hui, nous allons traiter l'actualité SEO de la semaine du 10 au 17. Ensuite, on ira voir la météo des serres pour voir s'il y a eu de la volatilité au niveau des pages de résultats Google. Et nous terminerons avec un sujet du jour qui est aujourd'hui comment désindexer massivement des URL. J'ai beaucoup de personnes qui ont des problèmes d'indexation ces derniers temps. Ils ont trop d'URL indexés dans l'index Google et du coup, Google, vu qu'il a pas mal de bugs d'indexation et tout, c'est quand même difficile de faire tomber parfois le nombre d'URL indexés. Donc je vais vous montrer un peu comment je fais en espérant que ça aide quelques personnes. Il n'y aura pas toutes les solutions possibles, hein, ça dépend des technologies, des sites que vous avez, etc. Mais en tout cas, vous avez quand même pas mal de solutions qui s'offrent à vous. Alors commençons tout de suite avec l'actualité SEO de la semaine. On commence avec le blog de Mathieu Chartier, le blog internet-formation qui nous dit que Schema.org déploie son validateur de données structurées. C'est sorti le 14 mai 2021 et du coup le site Schema.org qui répertorie globalement toutes les normes concernant les données structurées de type Schema.org justement, vient de déployer son propre validateur de code et en vérité c'est l'outil de test des données structurées de Google qui a été utilisé du coup vous avez accès directement sur Schema.org à cet outil qui est maintenant un peu moins utilisé par Google puisque on doit aller plutôt sur le test des résultats enrichis, mais en tout cas voilà, vous avez directement sur Schema.org la possibilité de tester vos données, de voir si c'est valide ou pas, et en espérant que ça sera quand même un minimum maintenu sur ce site Schema.org, mais voilà, rien d'autre à dire, hein. Vous allez sur Schema.org, vous avez validator.schema.org, c'est soit un sous-domaine, et vous avez la version bêta qui est globalement le clone avec la petite header de Schema.org en haut. Donc voilà pour cette news là. Si je devais quand même récapituler rapidement, on a le Schema.org qui nous propose l'ancien outil de Google. On a maintenant, quand on ouvre l'outil de test de données structurées Google, un message qui dit découvrir le test des résultats enrichis parce que l'outil arrive à son terme et du coup le résultat des tests de résultats enrichis, c'est vraiment cet outil-là que vous voyez à l'écran pour ceux qui sont sur YouTube et qui va vous indiquer qu'est-ce qui est disponible sur votre site, que ce soit Schema.org ou quoi que ce soit d'autre. Donc n'hésitez pas à utiliser plutôt cet outil aujourd'hui si vous voulez tester votre page, vos pages, et n'hésitez pas à utiliser d'autres outils comme les outils de Technical SEO qui vous permettent de créer des données structurées assez rapidement plutôt ok niveau test. On continue, on passe à une autre actualité, on va parler de Bing et on passe sur abondance.com, on sorti le 11 mai 2021. Bing ouvre son API de soumission de contenu en version bêta, c'est juste génial que Bing propose ça. Vous connaissez sans doute les dernières news de Bing si vous écoutez souvent le podcast, hein. Il y a beaucoup de choses sur les SERPs, beaucoup de choses en termes de fonctionnalités, beaucoup de choses en termes d'aide aux éditeurs de sites. Et bien là, ça enfonce encore plus le clou puisque vous allez pouvoir vous inscrire via un formulaire. Le formulaire, vous entrez votre site, vous entrez votre adresse email, éventuellement quelques commentaires, instructions si vous en avez besoin. Vous envoyez et vous allez recevoir une clé API. La clé API va vous permettre d'envoyer à la fois des URL mais aussi des codes sources directement à Bing qui va ensuite traiter un petit peu en temps réel votre page, vos pages pour pouvoir les indexer plus rapidement dans l'index de Bing. Donc bien sûr que il y a certaines personnes qui font du spam qui vont sans doute avoir un traitement supplémentaire, mais en tout cas, voilà, vous avez une API qui vous permet de soumettre des URL, pas simplement de pinguer Bing, mais vraiment de lui envoyer directement vos contenus, le code source, tout ça, via différentes manières. Donc n'hésitez pas à aller voir la documentation officielle, à vous inscrire, à tester. Et moi, je trouve ça très très bien. Je trouve que c'est une belle innovation et ça va aider pas mal de monde à maîtriser l'indexation déjà prioritaire. Et si on pouvait avoir la même, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire pouvoir désindexer certaines choses en bulk, ça serait vraiment génial. Et si on peut l'avoir sur Google, ça serait encore mieux, mais on en reparle en fin d'émission. Donc voilà pour Bing ouvre son API d'indexation, de soumission d'indexation d'URL. On passe au Goosips de la semaine avec Abondance, 17 mai 2021, aujourd'hui.
Goosips, nouveau core update, contenu au-dessus de la ligne de flottaison. Donc dans un premier temps, core update, Danny Sullivan a confirmé sur Twitter que Google n'avait pas mis en place de core update mise à jour majeure de son algorithme depuis celui du 4 décembre dernier, ce qui ne signifie pas bien sûr qu'il n'y a pas eu de modification de l'algorithme par ailleurs depuis cette date, forcément, puisque Google, voilà, hein, c'est un service qui évolue tous les jours, et il y a des dizaines et dizaines de modifications chaque jour, chaque mois, etc. On essaye d'affiner au mieux le moteur de recherche pour que les utilisateurs puissent être contents des résultats, et qu'en plus les éditeurs de sites puissent globalement être bien présentés, etc. Donc on affine le moteur de recherche, c'est tout à fait logique. Maintenant, c'est vrai, en termes de core update, hein, mise à jour vraiment très très majeure, voilà, il y a eu des mouvements, mais il y a des mouvements qui sont propres à tout ce qui est algo de machine learning. Il y a des données qui peuvent aussi être mises à jour. Il y a quelques petites pondérations peut-être ou affichages, tout ça qui peuvent bouger les SERP. Et au final, voilà, que ce soit sur desktop, sur mobile, ça peut bouger un peu comme quand on veut. Et puis sans compter sur tous les comportements, tous les changements de la vie quotidienne, l'actualité, etc., qui peuvent tout simplement changer le visage d'une SERP en quelques secondes, quelques minutes, en quelques dizaines de minutes. Voilà, ça dépend aussi des gens, mais en tout cas, le moteur s'adapte. Et c'est pour ça que vous voyez qu'il y a pas mal de volatilité de manière générale, et que de temps en temps, il y a un peu plus de volatilité que d'habitude. Mais voilà, pour Core Update, en tout cas, pas depuis le 4 décembre dernier. C'est une communication officielle de Google. Autre gossip, contenu au-dessus de la ligne de flottaison. John Mueller a expliqué lors d'un hangout pour Webmaster que si une page web ne propose pas de contenu above the fold, au-dessus de la ligne de flottaison, donc lisible sans scroller, donc vraiment le premier écran si je puis dire, cela pouvait poser problème en SEO. Tout le contenu ne doit pas s'y trouver bien sûr, mais une partie de celui-ci est bienvenue pour obtenir une visibilité sur le moteur, et ça semble logique. Vous tapez une requête sur le moteur de recherche, que ce soit sur mobile, tablette ou desktop, vous avez quelque chose dans la tête, une intention de recherche, et vous avez déjà dans votre imaginaire un petit peu la page que vous aimeriez voir. Vous allez, si vous voulez par exemple un simulateur immobilier, vous allez vouloir une petite calculatrice où vous allez rentrer le montant de votre prêt, peut-être le taux, l'assurance ou quoi que ce soit d'autre, vous allez avoir le résultat. Si vous voulez une recette de cuisine type gâteau au chocolat, j'adore cette requête, eh bien vous allez voir peut-être des étapes, des ingrédients, du matériel à utiliser, peut-être une petite vidéo, des images. Voilà, vous avez un imaginaire dans votre tête, et c'est vrai que si vous arrivez sur une page et puis vous avez un gros header, ensuite un gros bloc de pub avec un gros titre qui prend toute la place, etc. et on n'est même pas encore au contenu pour le premier écran, que ce soit sur desktop, sur mobile ou tablette, c'est pas très bon au niveau UX, au niveau expérience utilisateur. On veut accéder à l'information assez rapidement, au moins sur les essentiels, et puis après, si on veut scroller, c'est vraiment pour pouvoir montrer un petit peu plus d'intérêt, si je puis dire, pour la page, pour pouvoir fouiner dans le contenu, lire, se documenter, étudier, etc., etc. Donc essayez, et ça vraiment j'insiste, essayez que le premier écran, quand vous arrivez, dites-vous que la plupart des gens ne scrollent pas. Vu que les gens ne scrollent pas, dites-vous que 95% des gens ne scrollent pas, par exemple, ça peut être une petite astuce. Qu'est-ce que ces personnes-là voudraient avoir en tapant cette requête? Vraiment, hein, recette de gâteau au chocolat, est-ce qu'on veut vraiment la vidéo en premier? Est-ce qu'on veut vraiment les ingrédients? Est-ce qu'on veut la durée de cette recette, le matériel? Je sais pas, essayez de vous dire qu'est-ce qui est le plus important, qu'est-ce qui est le plus essentiel pour pouvoir aider la personne, pour pouvoir vraiment faire en sorte qu'elle soit, qu'elle convertisse, mais pas qu'elle convertisse en cliquant sur un call to action, acheter un produit ou quoi que ce soit d'autre, qu'elle convertisse à votre contenu. C'est-à-dire que votre valeur ajoutée, elle est vraiment très bien déjà en termes de texte, parce que bon, ça reste le texte quand même pour Google, mais aussi en termes de vidéo, d'image, d'apparence, de blog, de section, etc., du X, il y a tout un tas de choses à regarder. Donc ça, c'est pour les deux goosips. Donc pas de core update, et également essayer de faire nickel le premier écran au-dessus de la ligne de flottaison. Avant-dernier article, Bookmarklet, c'est webrankinfo.com, Olivier Dufay qui nous parle de Bookmarklet, voilà, qu'il a de manière générale dans son navigateur. Donc Bookmarklet, c'est une sorte de raccourci qui vous permet d'aller vers un outil ou qui peut vous permettre d'aller vers X ou Y endroit. J'ai trouvé intéressant cet article, alors c'est un vieil article, hein, mais qui vient d'être mise à jour, et je leur donne de temps en temps. Donc c'est en fait des petits codes que vous allez pouvoir mettre
au sein de votre navigateur. Et quand vous en aurez besoin, vous cliquez dessus et ça va ouvrir directement tout simplement le bookmarklet, l'outil dont vous avez besoin. Donc vous avez des choses qui sont propres aux backlinks, à l'analyse de pages. Vous pouvez aller directement sur SEMrush, sur un outil X ou Y. Vous avez des bookmarklets réseaux sociaux, vous avez des bookmarklets divers et variés. Donc ils sont assez intéressants. Bien entendu qu'il existe aussi des extensions sur le Chrome Store là, pour les extensions Chrome. Mais en tout cas, voilà, ici vous avez quand même pas mal de petites ressources, pas mal de petits raccourcis assez sympas. Et puis après, libre à votre imagination pour pouvoir développer un ensemble de bookmarklets qui sont propres à vos utilisations, propres à vos outils et à votre spirit, votre vision du SEO. Donc petit article sympa de WebRank Info. On termine la veille de cette semaine avec un article du Google Search Central. Rappelez-vous, c'est ce site où il y a l'ensemble des ressources centralisées. Donc, vous avez un article en anglais, malheureusement, qui parle du SEO et des vidéos, surtout pour le e-commerce. Et vous avez donc des choses où on enfonce globalement des portes ouvertes par rapport à la vidéo et à ce que fait un e-commerce. En tout cas, vous avez quelques exemples de comment présenter déjà votre vidéo, comment la construire. Donc ça, c'est plutôt intéressant de mettre des moments clés, etc. C'est plutôt cool pour pouvoir aider les gens à utiliser un produit ou à comprendre comment on s'en sert, etc. C'est plutôt cool. Et en dessous, vous avez donc des pages où vous pourriez mettre vos vidéos, donc notamment les pages produits, forcément, vous vendez un produit, vous allez faire le discours du vendeur de manière textuelle, vous allez mettre un titre, des sous-titres, des explications, qu'est-ce qu'il y a dedans, comment c'est construit, où ça a été fabriqué, conçu, j'en sais rien. Vous allez mettre le prix, vous allez mettre des éléments de rassurance, vous allez mettre des avis, vous allez mettre plein de choses, mais vous allez mettre peut-être aussi une vidéo. Et cette vidéo va pouvoir par exemple présenter le produit de différentes manières, ça peut être une présentation générale du produit, quels sont ses avantages, quels sont ses inconvénients, dans quel cas on peut l'utiliser, des choses comme ça, mais ça peut être aussi comment l'installer ou quoi que ce soit d'autre. Donc essayez de mettre des vidéos dans les pages produits, ça aide quand même pas mal d'utilisateurs et ça peut même augmenter la conversion. Sachez-le que les vidéos quand même ça aide beaucoup à cela. Également vous pouvez le mettre dans des articles et des articles de blog de manière générale, des pages, des articles de blog, des guides, des ressources, parce que la vidéo, ça donne du peps en fait à des articles entièrement textuels ou munis simplement d'images. Ça met un peu de dynamisme, ça permet aussi de parler aux personnes qui regardent et qui consomment beaucoup de vidéos. Ce n'est pas le cas de tout le monde, mais il y a quand même de plus en plus de personnes qui regardent de la vidéo. YouTube est une des plateformes mondiales les plus utilisées en termes de vidéo, donc c'est que la vidéo doit être quand même intéressante. Donc article, blog post, page de produit, et n'hésitez pas aussi à faire du live streaming. Vous le savez, de temps en temps je fais des petits lives. Voilà, peut-être posez-vous la question pour votre business, pour vos sites que vous gérez, etc. Est-ce que vous ne pourriez pas faire des live streams, parce que c'est souvent intéressant dans divers sujets. Je pense qu'on peut quand même aller faire du live, essayer de créer une communauté, de dialoguer, de répondre aux questions, essayer de faire des petits événements, etc. C'est quand même très très intéressant. Donc ça c'est pour la construction de la vidéo, où est-ce que vous pouvez les utiliser sur les e-commerce. Et ensuite vous avez les on va dire données par rapport au SEO. Donc déjà, vous pouvez inclure des données structurées de type vidéo pour pouvoir déclarer votre vidéo, faire en sorte que Google puisse savoir que là, il y a une vidéo, qu'elle s'appelle tel et tel. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et derrière, vous pouvez également faire un vidéo to texte, c'est-à-dire faire une transcription vidéo, une espèce d'article qui accompagne votre vidéo, donc une page dédiée où vous allez pouvoir travailler le référencement, la faire remonter, essayer d'expliquer qu'est-ce qu'il y avait dans la vidéo. Vous pouvez vous aider aussi des sous-titres en les extrayant de YouTube, donc ça c'est plutôt cool. Et vous pouvez aussi mettre en place des petits badges live, essayer d'utiliser les API Google. Vous pouvez mettre en place un sitemap vidéo qui va pouvoir faire en sorte que Google découvre vos pages avec les contenus vidéo dessus. Et après, à vous de voir, ça dépend de votre projet, mais Google dit que vous pouvez aussi utiliser des données structurées en complément de la vidéo, notamment données structurées de type product, how to et Q&A. Donc ça c'est plutôt aussi intéressant pour pouvoir amener de la question, des réponses, comment faire pour décrire le produit, tout ça, ça donne toujours plus de matière. Pensez
quand même un peu web sémantique. Pas le web sémantique dont on a entendu parler, qui a été un pétard mouillé là, il y a quelques années. Je parle vraiment du gros projet de web sémantique dont on ne parle plus vraiment, j'ai l'impression, et qui pourtant est extrêmement intéressant, qui est là de baliser n'importe quelle entité, n'importe quel média, n'importe quel support, n'importe quel mot, même en le poussant à l'extrême, hein, ce concept-là, pour essayer d'avoir une espèce de knowledge graph à travers tout le web, et qui va permettre de savoir quel objet, quelle idée, quelle notion, quelle entité finalement peut vraiment être accordée à une autre entité, que ce soit le sujet, hein. Pour une personne, ça peut être un âge, ça peut être la date de naissance, la date de décès, ça peut être la ville de naissance, ça peut être qu'est-ce qu'il gère comme site, qu'est-ce qu'il a comme profil de réseaux sociaux, ça peut être qu'est-ce qu'il a fait dans la vie, quel livre il a écrit. Bien sûr, ça peut être beaucoup de choses, mais imaginez ça à un autre niveau, un e-commerce, comment vous pourriez décrire l'ensemble des produits, l'ensemble des catégories, l'ensemble des articles de blog, vos vidéos, vos podcasts, etc. Vous pourriez vraiment en fait montrer à Google qu'est-ce que signifie chaque élément. Poussez à l'extrême et faites le tri sur ce qui est prioritaire ou non, c'est souvent assez intéressant. Et puis après, vous pouvez utiliser des outils comme InLinks par exemple ou Semantic Marker, pardon, je ne trouvais pas le mot, j'ai fait un mix avec un autre outil, Semantic Marker, qui peuvent vraiment vous aider là-dessus, hein, ils adorent les données structurées là-bas. Voilà pour l'actualité SEO. Moi je vous ai sorti, bon je le montre pas, mais je vous ai sorti sur YouTube une review d'un outil qui s'appelle Wincher, et je vais sortir probablement la version écrite très prochainement. Alors je ferai pas forcément une grosse pub, mais voilà, juste pour vous dire que très prochainement il y aura aussi la version écrite de cet outil, et je vous prépare pour la fin de la semaine une review complète en collaboration avec l'outil dont je vais vous parler en fin de semaine. Donc je vais tout simplement vous faire une review écrite de cet outil, une version vidéo, et je vais vous donner aussi un truc un petit peu sympa pour cet outil, pour que vous puissiez le tester et voir son potentiel. Donc ça c'est pour l'actualité SEO de la semaine dernière. On passe à la météo des SERP, rubrique numéro 2. Alors, pas mal de mouvements ces derniers jours. Ça a commencé déjà le 12-13 mai, on a eu un petit pic dans l'orange sur SEMrush Sensor, ensuite ça a chuté au niveau volatilité et c'est remonté au niveau du 14-15-16. On a passé dans l'orange quand même pendant un moment, et du coup j'ai vu passer sur Twitter des personnes qui disaient que globalement la mise à jour, ou plutôt en tout cas la volatilité qu'il y avait eu en mai, eh bien c'est probablement un rollback de ce 1er mai, etc. À voir, en tout cas il y a pas mal de personnes qui ont été impactées, beaucoup de thématiques qui ont été impactées, difficile de dire toujours qu'est-ce que c'est. Moi je pense que comme d'habitude, hein, ils essayent de trouver la meilleure combinaison, les meilleures combinaisons pour X ou Y requête. Donc est-ce que ces URL qui s'affichent sur tel SERP, eh bien, elles répondent véritablement au niveau comportement, au niveau de la valeur ajoutée, des contenus, etc. Est-ce que c'est vraiment ces résultats-là qu'on doit montrer? Je pense que ça se met à jour constamment. On monte, on descend, on teste, on voit ce qui fonctionne le mieux, et on apprend, on met en fait une sorte d'échantillon de juges qui vont juger de la qualité de X ou Y combinaison pour ensuite faire un rollback ou pas. Enfin, c'est un peu l'algo du learning to rank de manière générale. Donc ça, c'est assez intéressant de le dire quand même, parce qu'il y a pas mal de turbulences. Je note quand même que sur la plupart des autres outils, il y a eu un petit peu de turbulence, mais quand même moins que sur SEMrush Sensor. Également, je vais m'entretenir probablement cette semaine avec Nicolas de Systrix, parce que Systrix propose de la volatilité pour desktop, pour mobile, mais sur mobile, je trouve qu'il capte quand même un petit peu plus de choses, et ils m'ont l'air quand même un petit peu plus avancés. Donc je me pose la question, je préfère le dire, voilà, de vous faire peut-être la méthode des SERP pour continuer avec ces outils-là, mais Systrix peut-être essayer de l'utiliser un petit peu plus, de me mettre dessus. J'ai pas eu le temps encore d'aller sur Systrix, de tout tester, etc. Nicolas, si tu m'entends, j'en suis désolé, mais en tout cas, voilà, je vois des choses passer par rapport à Systrix, je sens que c'est un très très bon outil, et j'ai bien envie de vous proposer quelque chose de beaucoup plus pointu en termes de volatilité pour cette météo des SERP, parce que pour moi le jeu en fait se joue peut-être sur desktop, certes, mais il se joue surtout sur mobile, compte tenu de toutes les évolutions du moteur ces dernières années. Voilà donc pour l'actualité SEO de la semaine du 10 au 17 et la météo des SERP. Et maintenant, je vous propose de passer à la troisième rubrique de ce podcast, le sujet du jour, qui est aujourd'hui
eh bien, un sujet Google, un sujet très très épineux pour certaines personnes. Et le site de Google vient de planter devant moi. C'est parfait. Vous voyez qu'ils ne sont toujours pas au top au niveau indexation, mais également au niveau de leur site. C'est cool. Du coup, on va parler des indexations. Et je me mets un petit peu face à vous si vous êtes sur YouTube, puisque j'aimerais vous parler de ce sujet les yeux dans les yeux. Alors, beaucoup de personnes depuis quelques mois, quelques années, eh bien, remarquent qu'il y a beaucoup de bugs au niveau de l'index, que beaucoup de bugs d'indexation, de désindexation, etc. On a eu tout un lot de choses. On a des canonicals qui n'ont pas été prises en compte comme elles devaient l'être. On a des paginations qui, à des moments, pétaient une pile et hop, c'était pris d'une certaine manière aussi. Et puis, ça, à la limite, on s'en foutait un petit peu, parce que la canonical, on a toujours dit que c'était des rustines, et la pagination, ça a été pris avec les links Nextprev, etc. Puis ensuite, on a dit que, mais non, pas vraiment, et puis il y avait des gens qui faisaient de toute façon des paginations, la plupart du temps, de manière complètement bordélique, donc c'est normal que ça buguait. Ça, là-dessus, je n'ai rien à dire. Par contre, les bugs qui seront propres à Google, c'est-à-dire les bugs où, même niveau technique, vous êtes nickel, Google, vous n'avez pas le contrôle dessus, il fait de la merde. C'est ces problèmes d'indexation-là dont je voudrais parler aujourd'hui. On a beaucoup de personnes qui se sont vues leur site désindexé totalement. Et on a vu aussi une période où il y avait énormément de résultats, où les métadescriptions disparaissaient. C'était tout blanc, les titres étaient à moitié défoncés, les versions en cache, on ne pouvait pas y accéder. C'était un gros problème. On a eu également des périodes où carrément des sites se sont vus complètement éradiquer leur visibilité, alors que niveau technique, au niveau des contenus et des backlinks, ça allait, ils avaient les 3 piliers du référencement qui étaient nickel. Et pour autant, eh bien voilà, aujourd'hui Google, les communiqués officiels, ils disent quoi? C'est de temps en temps, nous avons un bug, parfois quand on a un bug, on ne va pas assumer qu'on a un bug, et parfois on se retrouve sur abondance comme la semaine dernière avec le Google de l'Inde, où il y a des problèmes, où on clique dessus, on se retrouve sur une SERP. Bref, c'est le bordel. Et moi, je trouve que Bing va beaucoup plus loin, essaye vraiment d'améliorer les choses de ce côté indexation, etc. Et Google, lui, bah, on sait qu'il a des technologies à mettre en place, on sait qu'il doit mettre des choses beaucoup plus modernes, on sait qu'ils sont en avance, on sait qu'ils ont des ingénieurs, on sait qu'ils ont un projet de passer de full desktop à full mobile et que le full mobile est quasiment fait, mais que c'est quand même le bordel. Et on a des problèmes de désindexation. Et c'est là le sujet du jour, c'est que comment on peut faire pour désindexer massivement des URL qui ont été indexées par Google parce qu'il a mal compris le site ou parce qu'on avait un problème technique ou parce que X ou Y chose. On a le droit quand même de contrôler les résultats qu'il y a dans l'index Google. Je veux dire, c'est notre site. Si on veut pas que quelque chose soit dans l'index Google, que quelqu'un puisse les trouver, c'est de notre droit quand même en tant qu'éditeur de site. C'est quand même dommage. Et puis même pour eux, je ne comprends pas que Google en fait laisse des résultats pourris, des résultats où on a balisé en no-index, des résultats où c'est des 404, des 301, parce que ça c'est la réalité. Quand vous crawlez un site et que vous vous rendez compte que dans l'index Google vous avez des 301, que vous avez des 404, que vous avez des pages inutiles, des pages vides, des pages de template WordPress ou de archives par date ou d'archives par format, des conneries du genre, comment voulez-vous être pris au sérieux? Comment voulez-vous que votre référencement, eh bien, remonte? Il se focalise sur, globalement, de la merde, des pages qui ne servent à rien pour le ranking. Donc, comment désindexer ces pages? Comment désindexer ces pages inutiles? Vous en êtes peut-être rendu compte ou pas. Mais en tout cas, voilà. Faites déjà étape numéro 1, l'inventaire. L'inventaire, c'est faire un crawl de votre site. Plus, regardez toutes sources. Analytics, Search Console, les logs, voilà, tous les rapports qui vous permettent d'obtenir un maximum d'URL. L'ensemble des URL, même si vous avez les anciennes versions de votre site, essayez de trouver un maximum d'URL. Et faites le crawl de ces URL. Et dites-vous, qu'est-ce qui est indexé, qu'est-ce qui n'est pas indexé. Et c'est là déjà le problème. Et c'est là vraiment le souci numéro 1, c'est cet inventaire, même avant de mettre les no-index, etc., de vouloir désindexer, d'avoir pris la décision de désindexer. On a un premier problème, c'est que au crawl, pas de souci, on lance un Screaming Frog, on lance un outil, hop, ça va crawler le site, on récupère des URL. On va sur Analytics, on a relativement de la donnée. On va sur la Search Console, là, on a un problème. Le rapport couverture nous bride. On n'a pas accès à l'ensemble des URL que Google a indexées. Et ça, c'est un véritable problème. Et si Google m'entend, vraiment régler ce souci. Essayez de débrider, s'il vous plaît. Parce que nous, les éditeurs de sites, en fait, on a peut-être fait des conneries niveau technique. Peut-être que moi, j'ai un client qui a fait ceci ou cela. Très bien. Mais niveau Search Console, comment vous voulez qu'on gère la bonne indexation de nos sites si on n'a même pas accès à toutes les URL que toi, tu as indexées?
Vraiment, ça pose un gros souci. Donc, malheureusement, là, la seule solution que j'ai à dire aujourd'hui pour les éditeurs de sites et les SEO, c'est prenez un maximum de sources d'URL. Donc, analyse de log, crawl, analytics, search console, même si vous n'aurez pas grand-chose sur la search console, et essayez de trouver des outils qui vous permettent de savoir si cette URL, elle est indexée ou pas. Ça ne va pas toujours être très fiable, mais au moins, vous avez un petit peu le portrait du tableau. Vous avez toujours des petits parasites qui vont être dans l'index, même sur ce qui n'est pas bridé, etc., etc. Et ça va vous permettre de voir si c'est le bordel. Ensuite, la deuxième étape, après avoir fait l'inventaire des URL au crawl via différentes sources d'URL, c'est de contrôler l'indexation. Hormis le fait de découvrir des URL, vous devez savoir est-ce que c'est en noindex ou pas en noindex. Est-ce que c'est autorisé à indexation ou pas. Et du coup, là, il y a aussi plusieurs écoles. Vous avez l'école de j'ai mis une balise noindex ou pas, donc méta robot, voilà, très concrètement, ou xrobotag via config Apache ou je ne sais quoi, qui envoie dans l'entête HTTP un noindex par exemple. Mais vous avez aussi toutes les rustines qu'a foutu Google sur le marché depuis un certain nombre d'années. C'est-à-dire que vous allez avoir déjà la fameuse balise canonical. La canonical, très concrètement, ça, c'est le bordel. La canonical, c'est vraiment un filet de sécurité et c'est à utiliser pour moi en dernier recours. Google n'est pas obligé de suivre cette canonical. Google n'est pas obligé de ne pas indexer l'URL où vous avez spécifié une autre page comme référence. C'est-à-dire que l'URL que vous ne souhaitez pas indexer, où vous spécifiez une canonical spécifique, celle-là, elle peut se retrouver dans l'index. Il va vous dire, ah bah Google a décidé de ne pas suivre la canonical. Voilà, donc déjà la canonical, oubliez. Vraiment, ce problème-là, dites-vous, voilà, inventaire de ce que j'ai indexé ou pas. Il y a peut-être l'histoire du noindex, index, xrobotag, métarobot, mais il y a également où est-ce que j'ai mis des canonical. Typiquement, dans Screaming Frog, quand vous allez dans canonical, dans l'onglet canonical, c'est écrit canonicalisé. Voilà, est-ce que c'est canonicalisé ou pas? Et toutes ces URL-là, méfiez-vous. Et c'est même pas, c'est pas indexé ou c'est indexé, c'est méfiez-vous. Vous n'avez plus le contrôle. C'est à Google que vous donnez le contrôle. Google va arriver sur votre page et il va se dire, ok, est-ce que celle-là doit vraiment être indexée ou désindexée? Je me pose la question. Elle fait du trafic ou pas? J'ai du contenu unique ou pas? Etc. Il va faire un calcul, on ne sait pas vraiment ce que c'est, donc vous non plus, vous n'avez pas du tout le contrôle là-dessus. Et il va se dire, ok, bon, là je décide de ne pas désindexer. Et puis un peu plus tard, finalement si, j'ai décidé de l'indexer. Bref, c'est vraiment le bordel la canonical. Donc, vraiment, évitez de utiliser des rustines comme ça. La canonical, on évite. Ensuite, les balises et tous les trucs qu'on peut mettre en place en SEO qui peuvent poser des problèmes d'indexation. Tous les problèmes techniques. Alors ça peut être la canonical, mais ça peut être aussi les hreflang par exemple. Les hreflang, vous allez spécifier des alternatives pour les langues pour tel ou tel pays ou éventuellement la xdefault, etc. Ces URL-là, si c'est mal configuré, si vous ne les crawlez pas ou que vous n'avez pas configuré votre crawler pour les crawler, vous n'allez pas vous rendre compte que vous avez créé des URL ou que votre alternative de site elle n'existe pas ou qu'elle existe ou que l'URL est complètement pété ou quoi que ce soit d'autre. Donc quand vous configurez un crawler, que ce soit pour le hreflang, le canonical, le nextprev ou quoi que ce soit d'autre, ça peut même les versions AMP ou quoi que ce soit d'autre, tous les trucs pour le SEO là, tout ce qui peut générer des URL, essayez de vraiment faire le fouille-merde. Je suis désolé d'utiliser ce terme-là, mais c'est la réalité. Essayez d'avoir un crawler qui ne respecte rien. C'est-à-dire qu'il ne regarde pas le robot.txt, il regarde toutes les URL du code, même celles qui sont en texte, celles qui sont les canonical, les hreflang, les AMP, les sitemaps, index, tout. Essayez de tout récupérer comme URL et regarder l'indexation, la désindexation, comment c'est déclaré avec les paramètres d'URL, les hashtags, les hreflang, les AMP, les sitemaps, les nextprev, tout ça. Il faut essayer de voir globalement combien il y a d'URL que pourrait découvrir un moteur de recherche comme Google. Et normalement, après, c'est du tri. Donc vraiment, cette première étape et la deuxième étape, là, découvrir des URL et gérer, voir en fait qu'est-ce qui a pu être indexé ou pas, ça part aussi de la source de votre technologie. C'est-à-dire que vous allez utiliser un nombre d'outils incalculable pour pouvoir déterminer un nombre d'URL assez conséquent. Mais derrière, en plus, vous allez partir de votre technologie, peut-être discuter avec un ou plusieurs développeurs de votre site, là, pour vous dire, ok, toi, tu as mis quoi
sur telle ou telle vue, sur telle ou telle page, template, appelez-le comme vous voulez, modèle, mockup, c'est vous qui voyez. Mais vraiment, par type d'URL, par type de page, etc., comment tu as géré l'indexation? Tu as utilisé la canonical? Tu as utilisé quoi? Tu as utilisé du Nextpref, c'est une séquence de pages pour une pagination? C'est quoi? C'est un noindex? C'est un isrobotag? Qu'est-ce que c'est? Il faut essayer de déterminer ce qui est indexable ou désindexable. Et c'est là la conclusion de cette deuxième étape, c'est vraiment découvrir qu'est-ce qui est indexable ou désindexable. Et c'est pas juste en regardant Screaming Frog qui va vous dire « Ah, parce que c'est canonicalisé, bah cette page, elle va pas s'indexer. » Non, c'est avec votre œil critique aussi, n'oubliez pas que les outils sont des aides à la décision. Est-ce que Google va indexer ou pas cette page? Est-ce qu'il pourrait avoir le contrôle parce que je lui ai donné? Donc moi, je vais rester, on va dire, avec de la simplicité aujourd'hui. Vous devez correctement faire les paginations. Même si Google vous le dit qu'il sait gérer avec je ne sais quel process de machine learning ou je ne sais quoi d'intelligence artificielle qui détecte les paginations, déclarer les paginations, comment elles devraient être déclarées. Ça confirme. Le mot confirmation est super important en SEO. Donnez une confirmation à Google que c'est comme ça qu'il doit exécuter les choses. Laissez-le tranquille avec les intelligences artificielles, machine learning, tout ça. Essayez de lui mâcher le travail. Parce que c'est comme ça qu'il va mieux analyser votre site. Et c'est comme ça qu'il va savoir si ça doit être indexé ou pas. Lui mettez pas un autre process de « Ah, je vais essayer de calculer la séquence de page de la pagination. Ah, je vais essayer de mettre en place la canonical, de la détecter, de machin, de bidule, mais en fait, non, on n'en a pas besoin. » Essayez de hreflang, ah bah non, finalement, je vais peut-être aller voir la version officielle de « Ah, mais en fait, le nom de domaine, l'extension géographique. » Oh là là, mâchez le travail de Google. Faites un site où toutes les confirmations, tous les filets de sécurité sont mis en place, où toutes les déclarations sont mises en place. Il y a des normes, il y a des documentations. J'en ai une qui est à l'écran, qui est le sitemap, mais on a des tas de choses par rapport à l'exploration, des tas de choses par rapport à l'indexation sur la doc Google. Appliquez-le. C'est simple. Et en plus, on a plein de ressources sur net. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent de la merde, très concrètement, mais quand même, gérez l'indexation déjà comme elle devrait être gérée. Globalement, de base, c'est tout, sur les essentiels, sans même parler de est-ce que Google va le prendre en place ou pas, le prendre en compte ou pas. C'est comme ça que ça doit fonctionner. Donc, au final, après ce long monologue, bien que le podcast soit un pur monologue, on revient à la simplicité. Votre site, il part d'une racine. On a le crawler. Et là, vous avez fait vos déclarations de pagination, vous avez évité d'utiliser la canonical, mais elle peut être utilisée en cas de pépin, en dernier recours, filet de sécurité. Vous avez bien déclaré vos hreflang, vous avez tout vérifié. Vous avez des sitemaps où on ne va pas retrouver des 404 ou des 301 dans le sitemap, par exemple. Vous avez un sitemap qui est juste avec des codes 200 et bien formaté et tout. Vous avez un robot.txt. Vous avez une structure de site où vous n'allez pas avoir finalement de page orpheline, tout est dans la structure, tout ça, et tout est bien ficelé comme il faut, un bon maillage interne. Vous avez déclaré correctement tout ce qu'il fallait pour l'indexation, noindex, index, follow, nofollow, etc. Vous évitez d'utiliser des rustines comme donc la canonical, mais aussi le nofollow, comme l'UGC, le sponsored, etc., etc. On ne sait pas vraiment comment Google traite tout ça. Et bon, globalement, c'est un peu la même chose pour toutes les balises de SEO, tous les trucs où vous donnez le contrôle à Google. Donc, je le mets dans ce paquet-là. Et là, normalement, vous lancez votre crawl, et vous avez bien géré votre indexation, et arrive le principal sujet de notre podcast. Parce que là, en fait, j'ai décrit le problème, j'ai décrit pourquoi on a plein de problèmes d'indexation, pourquoi on a plein d'URL qui sont crawlés, parce que Google overcrawl, si je puis dire, et overindex. Vraiment, il indexe trop. Aujourd'hui, il faut le maîtriser, en fait, plus qu'autre chose. Alors qu'avant, c'était plutôt l'inverse. On devait lui soumettre les URL pour qu'il indexe, parce qu'il n'allait pas assez vite. Aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. Il faut l'aider à désindexer, à faire le tri. Et le but, c'est de bien penser son SEO dès le départ, même avant de sortir le site, pour que Google indexe au fur et à mesure les bonnes pages, et pas les pages qui sont mal foutues. Mais bon, peu de gens font ça. Comment on fait pour gérer une désindexation massive? Vous avez fait la première étape, inventaire des URL via de multiples sources. Vous avez fait la deuxième étape. Vous avez, avec vos outils, mis de côté ou non des URL. Donc il y en a qui sont indexables, il y en a qui sont pas indexables.
avec des choses qui sont sûres. MetaRobot, c'est bien. Canonical, c'est pas bien, encore une fois. Troisième étape, vous attendez. Le moteur va arriver sur votre site, il va voir des noindex à différents endroits, et au bout d'à peu près 14 jours, 15 jours, il va commencer à désindexer vos pages. À partir du moment où il a vu le noindex, et là aussi, il ne faut pas se tromper, hein. D'ailleurs, pour désindexer, c'est un tips aussi, hein. C'est pas parce que vous avez des URL dégueulasses sur votre site qu'il faut les supprimer tout de suite, hein. Déjà, il faut que Google puisse voir le noindex, donc ne supprimez pas les liens dégueulasses. Vous les supprimez après que Google ait désindexé. Si vous voulez les supprimer ou les offusquer ou je ne sais quoi, c'est après que Google ait désindexé vos pages. Parce que si vous offusquez et en même temps vous vous désindexez, en fait, le moteur ne va pas pouvoir voir le noindex. Il va devoir aller dans des URL historiques qu'il a déjà parcourus pour les recrawler ou passer par je ne sais quelle source analytique ou quoi que ce soit d'autre pour retrouver votre page. Laissez dans la structure pendant un petit moment le temps que le moteur puisse voir les anciennes URL dégueulasses, celles que vous ne voulez pas qu'ils soient indexées, pour qu'il puisse voir le nom-index. C'est super important ça. Ça permet quand même d'indexer plus vite vos pages. Et ensuite, normalement, il se pose un problème. Sur des petits sites, il n'y a pas de souci, ça désindexe très très vite. Mais quand on a des millions d'URL, vous imaginez un site e-commerce avec filtre à facettes, par exemple, typiquement, c'est le truc qui arrive tout le temps. Ou même un nombre incalculable de canonical, ou des problèmes de Nextpress, de pagination qui sont mal foutus, ou des paramètres d'URL qui s'ajoutent dans l'URL parce qu'on clique sur un filtre ou quoi que ce soit d'autre. Tout ça pose problème, parce que ce sont des pages qui ont quasiment toujours le même contenu, et qui n'ont pas forcément d'optimisation SEO unique pour chaque page, et du coup on a plusieurs pages pour une requête, enfin c'est une galère quoi. Donc le moteur, il se focus sur des choses inutiles. Tout ça doit être désindexé. Mais vous vous rendez compte que sur un gros site, ça va pas vite. C'est-à-dire que vous avez votre courbe avec votre site, ça monte, pouf, et puis en fait vous montez tout le temps, et puis là, pouf, vous vous rendez compte du problème, ça se stabilise. Et là, vous avez un premier plateau, le plateau du j'ai maîtrisé mon indexation, je vais mettre les no-index. C'est-à-dire que là, je ne trouve plus de nouvelles URL à découvrir. Donc là, après, ça va être un processus de mise à jour des anciennes URL déjà indexées. On désindexe, pouf, on désindexe, pouf, un autre plateau, un autre plateau, un autre plateau. Le problème, c'est que sur certains sites, ça peut prendre des semaines, des mois. Et je connais même des sites où ça prend des années quand on n'a pas le choix. Comment on fait pour accélérer tout ça ? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Google désindexe les pages à partir du moment où il voit le no-index ou autre. En général, je dis bien en général, il y a toujours des exceptions SEO, au bout de 15 jours, 14-15 jours. Il a vu la page avec le no-index, 15 jours plus tard, elle n'est plus dans l'index. Mais le problème, c'est qu'il ne détecte pas toutes les URL d'un coup. Autant quand il découvre un filtre à facettes, il va se faire un plaisir d'aller dans la structure, de tout découvrir, de nouvelles matières, c'est super, j'indexe. Alors par contre pour désindexer, c'est pas je découvre plein de no-index, je découvre plein de no-index, oh là là, super, non, c'est le contraire, justement, il est très très lent. Donc vous devez le pinguer, vous devez l'aider, vous devez lui dire, mais regarde toutes ces URL. Regarde toutes ces URL, j'ai mis du no-index. Regarde ces URL, j'ai mis un Xrobotag. Regarde toutes ces URL, il n'y a plus cette méchante canonical qui te faisait douter. Il n'y a plus ce link Nextpress qui est mal foutu et que j'ai jamais su faire, qui te faisait douter. Donc, va voir que j'ai refait le boulot. Va voir que j'ai fait mon inventaire. Va voir que j'ai mis du no-index au bon endroit et que je n'ai plus fait de bêtises sur mon site. Regarde, ma technique est nickel. Comment ? Tu peux pas passer à côté de ça. C'est pas possible, Google. Bon, comment on fait ? Alors déjà, laissez les URL dans la structure. Comme ça, il va voir quand même ce qui est proche de ce qui crawl la majorité du temps. Le problème, c'est que quand vous avez un site avec des millions de pages, notamment des filtres à facettes et tout, avec des combinaisons ou je sais pas quoi, c'est un petit peu par où il est rentré. C'est quel arbre. J'ai un client récemment qui me disait quel arbre il allait découvrir. Et c'est tout à fait ça. C'est qu'en fonction de l'URL d'où il vient, ou l'URL d'une catégorie ou quoi que ce soit d'autre, ou de la fonctionnalité qu'il découvre, il va passer par un certain nombre d'URL particulières, spécifiques. Et pas sûr qu'il repasse de la même manière, en vérité. Et souvent, il ne passe pas de la même manière. Donc, faites du ping. Vous pouvez, par exemple,
et là je raffiche l'écran, utiliser un sitemap. Alors le sitemap, je sais que beaucoup de gens le déprécient, c'est-à-dire que effectivement aujourd'hui pour indexer le sitemap, c'est plus vraiment utile. Ça permet d'aller plus vite, ça permet de soumettre un sitemap à Google et qu'ils prennent connaissance des URL tout de suite, très bien. Mais c'est quand même, je dirais, d'un côté pour les débutants, surévalué. Voilà, parce que les débutants ils disent il faut à tout prix un sitemap, j'ai mis un sitemap, ça va me booster mon SEO. Un sitemap ne booste pas spécialement le SEO, c'est juste qu'il va aider à indexer. Et pour les gens du coup qui sont un peu avancés, ils mettent de côté le sitemap. Mais le sitemap, prenons juste comme ce que c'est. C'est un sitemap. C'est un fichier où dedans, en grosse majorité, 80% du fichier, c'est des URL à explorer. Et explorer ne veut pas dire indexer ou désindexer. Ça veut dire juste explorer. J'ai des URL que je vais mettre en, entre guillemets, file d'attente. Alors chez Google, c'est un peu plus complexe, mais pour le coup, comment faire quand on veut désindexer des pages? Vous envoyez un sitemap, des URL à désindexer dans un fichier à part. Vous avez votre sitemap habituel, donc qui permet d'aider le moteur à découvrir des nouvelles URL, celles qui sont utiles, etc., etc. Mais à côté de ça, vous faites un fichier sitemap qui va être soumis ensuite à Google via la Search Console, et vous allez lui dire, tiens, tu dois explorer ces URL. Et pour le coup, vous pouvez le faire au format XML, RSS, Atom, ça c'est généralement ce qu'on utilise d'habitude, mais n'oubliez pas ce dernier point qui se trouve dans la doc. Texte. Vous pouvez soumettre des fichiers texte. Et là, quand on veut désindexer, ça faut pas l'oublier. Parce que texte c'est quand même beaucoup plus simple à gérer qu'un XML, RSS, tout ça qui est généré généralement à partir de la technologie du site. Donc vous avez un crawler, vous avez fait le tri de ce qui devait être désindexé ou indexé, vous avez mis les balises qu'il fallait pour ça. Prenez toutes ces URL là qui sont censées être désindexées et mettez ces URL dans le fichier texte. Bien sûr, respectez les normes du sitemap, nombre d'URL par fichier, tout ça, machin, encodé en UTF-8, machin, et soumettez-le. Comment le soumettre? Eh bien, 4 façons. La première façon, c'est la Search Console. La Search Console, vous avez un onglet sitemap, vous rentrez dedans, vous mettez votre fichier texte avec les URL désindexés à la racine par exemple de votre site, et vous allez directement le soumettre à Google. Il va l'explorer, il va voir le nombre d'URL, et dans la Search Console au niveau de couverture, l'ensemble des URL à désindexer vont être écrites en désindexé et soumis dans un sitemap. Et la part du coup qui se désindexe progressivement va vous permettre de voir d'autres URL qui sont bridées dans la Search Console au niveau de valide, au niveau de ce qui est indexé, mais qui ne le devrait pas. Donc ça, c'est la première façon. Deuxième façon, robot.txt. Vous allez spécifier dans le robot.txt une ligne sitemap de points avec l'URL du sitemap. Généralement, vous le faites pour le sitemap XML qui va vous permettre d'indexer vos pages, etc. Faites-le aussi pour la désindexation. Le moteur, il vient souvent sur le robot.txt. Donc ce fichier-là, il va y venir aussi souvent. Et des URL, si il les a désindexés, tout ça, hop, il va peut-être en voir d'autres. Troisième façon, moins connue, mais connue et par les experts en ping et qui semble fonctionner. Encore, enfin, d'après mes derniers tests, ça fonctionne. Le service ping de Google. Alors là, c'est pas à jour, c'est HTTPS, c'est pas .com, c'est pas comme ça, mais cette URL est redirigée. Vous mettez google.fr ou .com, le ping, le paramètre sitemap égal, et vous mettez l'URL du sitemap. Vous n'avez même pas besoin de Search Console, etc. Vous tapez cette URL, vous mettez le sitemap, d'URL désindexé ou à indexer, comme vous voulez, et il va aller explorer normalement vos URL. Le seul souci de ce dernier truc, c'est que le ping, je trouve, ne crawl pas suffisamment d'URL. C'est-à-dire que si vous avez 1 million d'URL dans le fichier, il va explorer que partiellement le nombre d'URL là-dessus, parce que ça reste du ping, et je pense que comme c'est pas lié à une propriété Search Console ou autre chose, il se dit bon, c'est peut-être potentiellement du spam. Mais en tout cas, sachez que ça peut quand même solutionner en partie le problème. Et quatrième solution, du coup qui n'est pas sur la doc Google,
bah, c'est de le mettre sur votre site ou sur un site quelconque. C'est-à-dire que les URL, soit vous le mettez sur votre site, alors c'est soit dans votre structure, c'est-à-dire que vous n'avez pas offusqué les liens, tout ça, il va faire son travail d'exploration et puis il va tomber un jour ou l'autre sur le nom index, soit vous faites carrément une page avec le fichier texte ou même je sais pas moi, une page avec des URL quoi, pour qu'il puisse explorer ces URL, comme si c'était nouveau. Et vous les mettez à un endroit qui est proche d'être exploré. Généralement, c'est tout ce qui est autour de l'accueil. Et normalement, il va explorer votre fichier assez régulièrement et il va désindexer au fur et à mesure les URL. Ce que je peux vous recommander pour cette version-là, de fichier texte, là, en tout cas pour tout ce qui va être robot.txt, ping, sitemap dans la Search Console et sur le site, c'est faites le tri dans les URL. Toutes celles qui se désindexent, là, virez-les au fur et à mesure pour que le fichier se mette à jour. Mais ça nécessite aussi de taper dans l'API pour savoir si votre page est indexée ou pas. Donc, voilà pour ça. Et l'autre qui est plutôt extérieur, bah, c'est de faire des backlinks. Voilà, vous allez sur un pauvre domaine, même cramé ou je sais pas quoi, mais qui se fait quand même crawler. Vous faites un fichier texte, vous le mettez dessus, Google, il fouine partout, même à l'extérieur de votre site. Donc, laissez-le explorer ce fichier. Postez-le quelque part. Le tout, c'est que Google passe dessus. Il faut trouver des manières pour que Google passe dessus. Ça, c'est les généralités par rapport au crawl, mais pour le coup, ça peut vous aider à désindexer les pages. Donc ça, c'est pour la méthode. J'inventorise, je fais l'inventaire, d'accord, des URL à disposition sur le site, via différentes sources, etc. Machin, je fais un fichier récapitulatif, tout ça. Je regarde tout ce qui est indexable, pas indexable, je fais mon tri, je rajoute des trucs en non-index, machin, et j'utilise pas dans Hostin. Et je soumets la liste des URL à désindexer à Google si ça ne va pas assez vite avec la structure. Voilà, ça c'est la première version. Et après, eh bien, vous faites exactement le même process, sauf que si ça marche pas, là, le ping, eh bien, vous allez un petit peu plus loin. C'est-à-dire que vous pouvez mettre par exemple les URL en 404. Vous pouvez aussi les mettre en 410. Ou vous pouvez les mettre sur un autre code, on va dire HTTP, ce qui va dire à Google globalement, là, il faut vraiment que tu te grouilles. Parce que sinon, tu vas te retrouver avec des codes dégueulasses dans ton index. Moi, personnellement, j'aime beaucoup le 410. Pourquoi le 410 ? Parce que le 410, c'est gone. C'est en gros, là, t'as rien à voir des index où là, passe ton chemin, c'est bon, on sait qu'il y a un problème et c'est voulu en fait, c'est voulu. C'est là, ok, c'est pas page non trouvée, j'ai un lien cassé et il faut que je le corrige. Non, c'est 410, je le sais qu'il y a un lien cassé et je veux pas en fait que tu repasses ici. C'est des index quoi. Donc 410, je dirais que c'est traité pareil que la 404, mais il y a quand même une petite différence. Donc 410 c'est pas mal. Le seul problème, c'est que malgré que ça désindexe, le problème c'est l'exploration. C'est toujours pareil, c'est pas de mettre un index, c'est pas de mettre un 410 ou quoi que ce soit d'autre, le problème c'est l'exploration. C'est que pour qu'il explore l'ensemble de vos anciennes URL, ça va prendre un temps monstre. Dans la doc c'est écrit, je crois, que ça prend jusqu'à 180 jours. Donc là, problème. C'est quand même un gros problème. Et enfin, la dernière grosse façon, il y en a d'autres, hein. Même dans Black Hat et tout, il y a beaucoup de choses, mais moi, ce que je vous recommande, c'est aussi d'utiliser, quand vous n'avez pas trop le choix, même s'il ne faut pas en abuser, eh ben, l'outil de la Search Console pour supprimer les URL. L'outil de suppression d'URL. L'outil de suppression d'URL, vous allez dedans, vous pouvez faire page par page ou vous pouvez faire dossier par dossier avec un préfixe. Le problème de ça, c'est que parfois sur certains sites, bah, vous pouvez le faire parce que le préfixe, ça va, hein, ça peut être... je sais pas moi, toujours le même, et puis vous faites ça par lot, c'est facile. Le souci, c'est que la majorité du temps, c'est quand même plus compliqué. C'est que quand vous avez des fichiers, des dossiers différents, ou quand c'est des paramètres ou je ne sais quoi, bah ouais, ça va pas. Mais à quand le bulk sur Google, Search Console, c'est toujours pareil. La Search Console, pour les éditeurs du site, elle n'est pas forcément la plus avancée du monde. Bing fait de meilleures choses là-dessus. Mais en tout cas, voilà, c'était à peu près les grands moyens pour pouvoir désindexer massivement des URL. Il y en a d'autres,
Il y a des plugins qui permettent d'envoyer via l'API ou via des Xenoposters ou je ne sais quoi, du ping via des Search Console ou via même l'outil de ping d'URL ou même quoi que ce soit d'autre. Ça marche. Mais en tout cas, voilà, vous avez quand même, je pense, le spirit pour comprendre que il faut déjà faire le point sur le nombre d'URL qui sont disponibles de manière générale sur l'ensemble des sources possibles, pour ensuite vérifier qu'est-ce qui est indexé, pas indexé par Google officiellement, qu'est-ce qui est indexable, pas indexable selon votre crawler, admettons Screaming Frog, et en même temps, qu'est-ce que vous avez utilisé pour pas que ça soit indexable. Rustine comme la Canonical, Nextprev ou je sais pas quoi, ou un noindex qui est juste pas contradictoire, qui est juste un noindex et qui dit clairement ce qu'il faut faire. Donc, il y a tout ça, et puis après, voilà, vous choisissez. Ping via fichier texte, laissez dans la structure, noindex, 410, 404, 301, 301, évitez quand même. Mais en tout cas, il y a tout un tas de choses comme ça, et puis après, vous avez flopé de extensions Chrome, de scripts Xenoposter, de scripts faits maison, etc., qui vous permettent de désindexer, etc. Mais ouais, c'est un gros problème chez Google, et sachez que moi-même, sur certains sites, c'est compliqué, et on attend toujours que Google désindexe, parce que des fois, il ne le veut pas. Voilà. Les 500 aussi, ça marche bien. Ouais, quand le serveur retourne que là, franchement, tu peux désindexer, les 500, ça va vite. Ça va très vite. Mais pour gérer, c'est pas toujours simple avec les développeurs. Donc, il faut réfléchir. Voilà, sur ce, c'était l'émission du 17 mai 2021. Je vous remercie d'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu. Je suis allé très loin dans le problème de désindexation massive, mais pour le coup, je sais que beaucoup de personnes sont impactées, donc j'ai voulu quand même prendre le temps de vous expliquer. J'espère que j'ai été clair, parce que c'est pas un sujet facile à expliquer à l'oral, et surtout, c'est encore plus difficile quand on n'a pas d'exemple à montrer à l'écran ou un audit à faire. Voilà. N'oubliez pas de partager le podcast, n'oubliez pas de vous abonner, de déclencher la cloche de notification sur YouTube, surtout pour vous abonner, ça permet de faire monter la chaîne, ça permet qu'elle grossisse. Commentez, posez vos questions, je les traite très très prochainement, et il y a aussi la page Tipeee, n'oubliez pas, pour me soutenir et soutenir le projet de démocratiser le SEO. Je vous dis à la semaine prochaine, quoique peut-être mardi, et à très bientôt. Ciao!